Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, je vais déclarer ouvert ce conseil municipal de ce 21 décembre, qui sera bien sûr le dernier de l'année. Oula. J'ai un écho. C'est un contrôle vidéo, c'est normal. Bien, je vais demander à Monsieur Guénin s'il veut bien faire l'appel, s'il en est d'accord. Bonsoir à toutes et à tous. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année à tous. Merci. C'est à la fin, à la fin. Et je vais donc procéder à l'appel pour la dernière fois de l'année. Monsieur Jean-Philippe Andriès. Présent. Monsieur Guy Deschamps. Présent. Madame Dominique Saint-Oyan. Présent. Monsieur David Malbranche. Présent. Madame Catherine Kerlidou. Présent. Monsieur Jacques Lomaillet. Présent. Madame Joëlle Leplat. Présent. Monsieur Carmelo Furnari. Présent. Monsieur Michel Lejeune. Présent. Monsieur Alain Garmont-Pré. Oh non. Madame André Castro. Présent. Madame Annick Brabant. Présent. Madame Roselyne Garmin. Monsieur Abdel Merfous. Présent. Madame Dominique Van Lendrich. Monsieur Philippe Deloup. Présent. Madame Pascale Miano. Présent. Madame Christine Boulanger. Présent. Monsieur Philippe Stevens. Madame Angélique Watrelot. Présent. Monsieur Aurélien Guénin. Présent. Monsieur André Novak. Absent, excusez pouvoir à Monsieur Rotsar. Monsieur Jérémy Rotsard. Présent. Madame Aude Auchard. Absente, excusez pouvoir à Madame Roberts. Madame Mélanie Roberts. Présent. Monsieur Daniel Bourgois. Présent. Madame Christelle Van der Merch. Présent. Monsieur Mathieu Johnston. Retardé, il arrivera en cours de séance et donc transitoirement il donne son pouvoir à Madame Van der Merch. Monsieur Bernard Coster. Présent. Merci. Merci Monsieur Guénin. Vous avez sur table les décisions prises et les marchés, contrats et conventions qui vous ont été communiqués avec le dossier de ce conseil municipal. Je vais mettre au vote ensuite donc le procès-verbal de notre dernier conseil municipal qui a eu lieu le jeudi 12 octobre dernier. Avant de le voter, y a-t-il des observations? Pas d'observations. Donc je mets au vote qui est contre ce compte-rendu, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Nous allons attaquer l'ordre du jour de ce conseil municipal. Alors, avec la première délibération qui concerne les ressources humaines, actualisation du tableau des effectifs, création de postes. Vous savez que, comme chaque fois, une ou deux fois par an, nous toilettons notre tableau des effectifs pour qu'il soit toujours le plus proche possible de la réalité de nos équipes, de nos effectifs, bien sûr en s'adaptant aux éventuels avancements de grade, aux promotions internes et aux recrutements que nous pouvons faire. Donc, compte tenu de cette évolution de nos besoins, il est nécessaire donc de modifier le tableau comme suit. Dans la filière administrative, la création d'un poste d'adjoint administratif à temps complet. Dans la filière technique, la création de 2 postes d'adjoint technique principal de première classe à temps complet. Et enfin, dans la filière animation, la création d'un poste d'adjoint d'animation à temps complet. Aussi, je vous propose de modifier le tableau des effectifs de la collectivité en créant les postes que je viens d'évoquer et d'inscrire les crédits correspondants au budget de la collectivité. Y a-t-il des questions? Monsieur Rotsar. Bonjour, merci de me donner la parole. On attend toujours le bilan social, puisque ça concerne le personnel. On l'a demandé en 2020, en 2022. C'est un document obligatoire tous les 2 ans. Et on ne l'a toujours pas eu. Donc voilà. Merci. C'est noté, la remarque est notée. D'autres remarques, d'autres questions? Pas d'autres remarques? Donc je mets au vote cette première délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Deuxième délibération, contrat de mixité sociale. Envisage de signer donc un contrat de mixité sociale, un CMS, pour la période 2023-2025.
conformément à la loi 3DS et à l'article 55 de la loi SRU. Ce contrat vise à aider les communes déficitaires en logements sociaux en permettant des ajustements temporaires des objectifs de rattrapage en échange d'engagements spécifiques. La commune ayant à aujourd'hui 19,25% de logements sociaux, alors que l'objectif est de 25%, c'est ce que nous rappelle la loi SRU, nous devons combler un déficit de 233 logements locatifs sociaux. Pour la période triennale, nous devons donc assurer la construction de 77 logements sociaux, ce que bien sûr certains projets en cours devraient contribuer à réaliser. Mais aussi des engagements qualitatifs qui sont également pris, comme garantir que 30% des projets financés, c'est-à-dire les logements sociaux, correspondent à des logements sociaux très accessibles, qui s'appellent PLAI, et aussi limiter les logements intermédiaires à 30% de l'ensemble de ces projets. Un suivi régulier des projets et des terrains identifiés est prévu avec des réunions annuelles réunissant à la fois la commune, l'État et la métropole européenne de Lille, et éventuellement d'autres acteurs comme les bailleurs sociaux et les promoteurs suivant la nécessité. La signature du contrat de mixité sociale pour 3 ans renouvelable implique, comme je l'ai dit, les 3 partenaires que sont l'État, la métropole européenne et notre commune. Ce contrat s'intègre aux politiques locales de logement et d'aménagement et sera annexé au PLH3, c'est-à-dire le programme local de l'habitat de la MEL. Je vous propose donc d'approuver les termes du contrat de mixité sociale 2023-2025 et d'engager la commune à mettre en œuvre les moyens nécessaires et relevant de ses compétences pour atteindre les objectifs fixés pour la période triennale en cours et de m'autoriser à signer ce contrat de mixité sociale. Y a-t-il des questions? Monsieur Bourgois. Merci. Merci. Oui, merci, monsieur le maire. Alors, être républicain, c'est assumer, agir pour l'intérêt général au-delà des contingences particulières pour satisfaire un électorat à court terme. Être décideur local responsable, c'est assumer des dossiers difficiles à expliquer parce qu'ils heurtent une partie de la population dans leur intérêt particulier. Cette double démarcation marque pour Vitaliser l'ERS une frontière cruciale entre l'action républicaine responsable que nous défendons et le populisme opportuniste que nous dénonçons. Or, il y a peu de dossiers municipaux qui peuvent mieux démontrer cela que la question du logement que nous évoquons ce soir. En effet, pas une semaine se passe dans ce second semestre 2023 sans que la presse de tous bords politiques ne titre sur la crise du logement qui frappe les Français. Le 11 novembre, Le Monde, la crise du logement renforce ses tensions sur le marché du travail. Le 7 décembre, Le Figaro, la crise du logement pèse sur les recrutements. Le 12 décembre, Libération, Fondation Abbé Pierre, nous appelons un véritable bouclier social dans le domaine du logement, etc., etc. Cette crise du logement n'épargne ni la métropole européenne de Lille, ni l'ERS. Le programme local de l'habitat de la majorité apolitique de la MEL réclame sur l'ensemble de son territoire la construction de 6200 nouveaux logements par an. Il suffit de voir ce qui se bâtit chez nos voisins, Lys, Waterloo, Touflers-Lannoy et la métamorphose de M. Durant la dernière décennie, pour mieux comprendre que chacun est concerné. L'ERS doit évidemment prendre sa part. Pour les Lersois d'abord, 13% des foyers lersois sont monoparentaux. Ces 371 familles sont parmi celles qui souffrent le plus de l'inflation en général et du prix des logements en particulier. Elles ont besoin d'un assouplissement de l'offre pour la vie plus digne, pour une vie plus digne. Pour l'ERS ensuite, avec 29% de résidents de plus de 60 ans, l'ERS est une ville âgée dont le vieillissement ne fait qu'accroître, plus 33% de cette part en 10 ans. Les conséquences sont à la fois directes, les écoles se vident, les classes se ferment, mais également indirectes, lorsqu'elles concernent la vitalité économique. En somme, contrairement à une unité toute faite, il ne s'agit pas plus d'augmenter la population que de juguler la baisse démographique qui nous guette. On peut entendre dire par facilité qu'il suffit de s'exonérer d'un carcan réglementaire et de taper du poing sur la table, yaka. Sous cet angle, c'est toujours simple à énoncer peut-être, mais lorsqu'il s'agit de concrétiser, c'est autre chose. Car au-delà de la solidarité républicaine et territoriale qui pourrait à elle seule être de bonne loi, il y a surtout le cadre réglementaire et répressif qui s'impose. C'est cela la réalité. Or, oui, l'ERS est classé par décret en zone tendue,
Oui. Le plan métropolitain local de l'habitat s'impose aux 95 communes de la MEL. Oui. Il en est de même des dispositions nationales telles que les 3DS évoquées par ce projet. Et oui, monsieur le préfet, dans son rôle, lorsqu'il rappelle, comme repris dans un article de la presse locale paru le 29 novembre, les maires à leurs obligations respectives. Que risque-t-elle à ne pas vouloir bouger ? Un arrêté préfectoral de carence qui verrait, monsieur le préfet, instruire les permis de construire à la place des maires pour aller plus vite. C'est cela qui est en jeu. Perdre la main sur cet enjeu local crucial, perdre notre souveraineté de décider sur cette décision ô combien importante, pour l'intérêt local. Mesdames et messieurs, pour toutes ces raisons, Vitaliser l'air se rappelle chacun de ses devoirs et votera ce contrat de mixité sociale qui est, selon nous, favorable à l'intérêt général et à l'intérêt local. Merci. Merci, monsieur Rotsar. Vous coupez votre micro, monsieur Bourgois, s'il vous plaît. Pardon. Merci. Merci, monsieur le maire, de me donner la parole. Vous vous apprêtez donc à signer un contrat tripartite avec le préfet et le président de la MEL, qui nous engage dans la construction de logements sociaux et de facto de logements tout court. Certes, il y a la loi SRU de 2020, pour les 20% de logements sociaux obligatoires. Certes, il y a la deuxième loi, je pense de 2015, qui augmente ce taux à 25%. Certes, il y a la loi 3DS. D'ailleurs, je rappelle que la loi 3DS est beaucoup plus large que le seul scope du logement et que sur 80% de cette loi, vous êtes en porte-à-faux, isolation, environnement, liens sociaux. Ce n'est pas le sujet ce soir. Je suis curieux de connaître le nombre de maires sur les 95 communes de la MEL qui ont signé ce type de contrat. Vous faites une politique en silo. Vous faites du logement, mais le reste, on en parle des besoins d'infrastructures supplémentaires et notre retard sur l'amélioration des bâtiments municipaux existants en termes énergétiques. On en parle de l'artificialisation des sols, on en parle de l'impact de 500 sur logements, parce que là on parle des logements pour jusqu'à 2025, et nous on a comptabilisé au moins 500 logements. Sur l'urbanisation, cet impact sur l'urbanisation, sur les infrastructures déjà vieillissantes. On en parle de votre promesse de tram verte et de tram bleu, alors qu'ici, ce contrat en est à des années-lumière. Est-ce qu'on parle des coûts sociaux supplémentaires liés à ce contrat ? Quel impact sur le CCAS ? On a déjà dû renflouer cette année. Est-ce qu'on parle de la sécurité ? Qui reste quand même, je précise, la compétence principale et régalienne du préfet d'assurer, préfet et donc de l'État, d'assurer la sécurité des biens et des personnes. On peut dire que c'est pas le cas actuellement. Où est notre commissariat national ? Et quand je lis, la ville s'étend sur 540 hectares, dont 34% sont encore, et je souligne bien encore, composés de zones agricoles. Ce qui veut dire que c'est peut-être trop. C'est ça que ça veut dire ? À mon avis, c'est surtout ça qui va se passer. Vous allez continuer à construire sur les zones agricoles. Vous le contractualisez aujourd'hui, du moins pour les 2 années qui vous restent. Et quand je lis en caractère gras, alors là j'ai pas compris, il y a des polices de caractères différentes, on a l'impression qu'il y a des gens qui ont rajouté des phrases dans le document, c'est plutôt bizarre. Je sais pas si c'est le préfet. Enfin, la commune, donc la phrase c'est « Enfin, la commune est également disposée à verser une subvention aux bailleurs sociaux pour favoriser la faisabilité d'un projet de construction de logements sociaux en cas de problématique de montage foncier, montage financier, on sait pas trop. Bah, c'est quand même du délire ça, hein. C'est un chèque en blanc pour les bailleurs. Dis donc, monsieur le maire, vous n'êtes déjà pas capable de financer les photocopies des enseignants des écoles publiques. Vous avez supprimé le banquet de Noël, réduit le voyage des aînés, supprimé 3 manifestations municipales, supprimé la décoration de Noël. Monsieur Rotsar, je vous rappelle, on reste sur le sujet. Sinon, je reprends la parole. C'est le budget budgétaire. Si, réduit les budgets des centres. On parle pas de budget, on parle de contrat de mixité sociale. Et ben justement, ça a un impact, parce que je finis. Alors vous arrêtez de me couper à chaque fois, c'est vraiment désagréable. Restez sur le sujet. Je suis sur le sujet. Je développe mon sujet. D'accord. Voilà. On va voir. Réduit les budgets centres de loisirs en augmentant les tarifs. Vous allez payer les bailleurs sociaux. Hors sujet. Si, vous avez payé les bailleurs sociaux, vous engagez. Dont le principal sur l'ERS, je le rappelle, le principal bailleur social sur l'ERS a été puni par monsieur le préfet de 2 millions d'euros pour inaction d'entretien de ces bâtiments. C'est quand même fort de café. En cette période festive de Noël, le GLAM fait des cadeaux à tout le monde, aux préfets, aux bailleurs, aux promoteurs, aux industriels, qui s'en vont d'ailleurs, sauf aux Lersois, à qui vous en enlevez un peu plus chaque jour. Merci de m'avoir écouté, même si vous m'avez coupé une fois de plus. Alors, je vais essayer de
répondre aux différents éléments. J'ai entendu les commentaires, parce que ce n'était pas une question, les commentaires de Monsieur Bourgois. Je ne peux que confirmer, valider et être d'accord avec sur l'ensemble de ce qui a été dit. Je pense qu'effectivement, vous parlez d'une position responsable, même si c'est pas facile. On est effectivement dans cette logique-là et on est obligé de l'appliquer. Et je suis heureux d'entendre que vous êtes sur la même longueur d'onde, si je peux me permettre, que nous. Monsieur Rotsart, pour vous répondre. Encore une fois, quel bel amalgame, on parle de tout, on parle un peu de tout. Alors je vais essayer de vous répondre et je ne vous répondrai que sur les sujets qui concernent le contrat de mixité sociale. C'est faux de dire qu'on va construire sur des zones agricoles. Trouvez-moi un seul exemple de zone agricole construite. Je vous attends, sans aucun problème. Vous parlez des subventions. Ben, encore une fois, c'est comme à chaque fois. Je vous demande de venir m'apporter des preuves, j'en ai jamais. On n'a pas construit sur des zones agricoles, clairement. Voilà. Ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Vous parlez des subventions, alors, en sachant lire le contrat de mixité sociale, on parle des pénalités que nous pouvons transformer en subventions, comme nous l'avons déjà fait, de mémoire en 2018 ou 2019, pour reverser la pénalité que nous devons à l'État pour améliorer encore les logements. C'est ça, cette subvention-là. C'est pas un chèque en blanc, ni de la mairie, ni du GLAM. Alors là, on est à des sommets. On arrête tout de suite. Ce n'est pas un chèque en blanc. C'est de pouvoir cibler les pénalités que nous avons et que nous continuons à payer pour cette loi SRU et de les cibler pour améliorer les logements sociaux. Je rappelle qu'on l'a fait, je ne sais pas si vous en souvenez, sur le site de Pras où on a fléché. À l'époque, c'était 72 000 €, puis c'était notre amende que nous avons fléchée sur LMH pour améliorer les logements. Donc voilà, arrêtez de dire n'importe quoi, s'il vous plaît. Je voudrais bien qu'on ait un conseil municipal serein. Alors restez sur les sujets qui sont les sujets et envoyez-moi des éléments qui sont objectifs sur lesquels nous puissions discuter, parce que là, on est parti dans des sphères impressionnantes. Voilà ce que je voulais vous répondre sur le sujet. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? En restant, s'il vous le voulez bien, sur le contrat de mixité sociale. Pas de remarques, pas d'observations, pas de questions. Donc je mets au vote cette délibération sur le contrat de mixité sociale 2023-2025. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Délibération suivante, salle de sport Mode Bossu, avenue de Verdun et la parcelle au coin de la rue, ici, donc session. Donc ce projet de délibération porte sur la cession de parcelles municipales, deux en l'occurrence, en vue de leur cession à SIA pour un projet d'aménagement urbain. Les parcelles AM 1068 d'une superficie de 2456 m² et AM 1128 de 313 m² font partie de l'emprise nécessaire au projet. Bien évidemment, nous parlons du projet Suiteco. La délibération prévoit leur cession à SIA en accord avec l'étude d'impact pluriannuelle conformément à la réglementation. La direction de l'immobilier de l'État a émis un avis favorable tacite à cette cession. La décision du conseil municipal entérinera cette cession au prix de 978 129. Vous avez, ouais, c'est le bon chiffre, c'est 149. Vous avez dû l'avoir sur table. Excusez-nous, il y avait quelques arrondis, quelques pouillèmes qui n'étaient pas exacts. Avec un transfert de propriété lors de la signature de l'acte notarié. Cette cession se fera dans le cadre d'une désaffectation des parcelles dans les 5 ans suivant leur déclassement. Je vous propose donc la cession des emprises déclassées du domaine public par anticipation. Parcelle AM 1068 d'une superficie, comme je l'ai dit, de 2456 m² et parcelle AM 1128 d'une superficie de 313 m², 6 respectivement avenue de Verdun et rue Victor Hugo, et figurant au plan annexé que vous avez en votre possession, au profit du bailleur SIA, ou toute entité spécialement constituée et à laquelle elle se substituerait dans le cadre de cette cession. Conformément à l'article L. 2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, la cession des emprises susvisées s'opérera sur la base de l'étude d'impact annexée que vous avez aussi en document à la présente délibération. La désaffectation devant intervenir dans les 5 ans qui suivent son déclassement.
La cession s'opérera donc au prix de 978 149 €. Le transfert de propriété se fera lors de la signature de l'acte authentique dressé par notaire. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des remarques? Monsieur Bourgois. Quel est l'objet de cette délibération? Non, je ne m'y ferai jamais, excusez-moi. Quel est l'objet de cette délibération? Vendre la parcelle de la salle des sports située avenue de Verdun. Le choix est aussi clair que simple. Est-on pour ou contre le déménagement de cette installation sportive? Pourquoi être contre? Pour maintenir les activités tennis de table, judo, taekwondo sur site. Il y a d'un côté les habitudes prises dans cette belle salle et les nombreux bons moments que nous y avons tous, mais c'est mettre de côté l'État, c'est-à-dire son intervention, le maintien ne sera que de court terme. La salle ne répond plus aux normes d'accessibilité. Le stationnement dans l'avenue de Verdun aux heures de pointe pose problème. La sortie donnant directement sur la chaussée est dangereuse. Mais surtout, à l'heure de la sobriété énergétique et de l'explosion des fluides, ses volumes et son isolation archaïque ne répondent ni aux normes, ni à la réglementation environnementale, RE 2020, ni au bon sens. Je n'évoque même pas la question de la consolidation de la toiture pour laquelle je n'ai aucune donnée technique, mais qu'on est en droit de s'interroger au vu des plantes qui s'y échappent. Bref, si on veut maintenir l'activité dans cette installation sportive, il est impératif d'en connaître le coût de maintenance. Que l'on s'entende bien, je parle bien ici du seul coût pour maintenir la même activité. Je ne parle donc pas pour une plus-value d'usage. Alors, pourquoi être pour? Dans le périmètre sportif, l'équation est simple. La recette de la vente doit permettre de financer la construction d'un nouvel équipement mieux adapté aux enjeux actuels. La désaffection décalée du terrain permettra par ailleurs d'engager les études techniques préalables à la construction. Par les temps qui courent, une recette de près d'1 million d'euros pour préparer un projet tout neuf, fait et adapté, ce n'est pas négligeable. Ainsi donc, le conseil municipal doit arbitrer entre, d'une part, une option A de maintenance d'un ancien bâtiment pour une amélioration de service quasi nulle, qu'il s'agira de financer sur fonds propres, d'autre part, une option B de création de nouvel équipement plus moderne et donc mieux adapté aux enjeux de pratique et énergétique sur la base d'un apport direct. Le fruit de la vente de cette parcelle de près d'1 million d'euros. Vous l'aurez compris, Vitalisé Verts serait plutôt enclin à pencher vers l'option B, mais ce n'est qu'une inclinaison. Pour le confirmer, il nous aurait fallu une comparaison budgétaire des deux scénarios pour mieux peser les avantages et les inconvénients du déplacement de cet équipement sportif. Ainsi donc, pouvez-vous, monsieur le maire, nous adresser un comparatif des effets budgétaires des deux options? Merci. C'est noté. Monsieur, quelqu'un voulait parler? Oui, monsieur Rotsar. Alors oui, effectivement, nous allons faire entrer 978 000 euros, à peu près, 149 euros exactement, dans les caisses de la ville. Il faut savoir quand même que pour reboucher quand même une partie du trou de l'espace culturel de 800 000 euros supplémentaires, je précise. Monsieur le maire, vous avez décidé unilatéralement ce projet sur le site Mode Bossu en 2 jours top chrono. Et comme vous l'avez fait, et que nous ne sommes jamais associés à rien, qu'il n'y a aucun travail de fond au sein des commissions et du conseil municipal, que même votre majorité n'a pas été consultée, puisqu'on discute souvent, eh bien, nous sommes exprimés auprès des Lersoises et des Lersois à travers un document. Vous pourrez vous apercevoir qu'il est possible de faire autre chose que ce que vous avez décidé seul dans votre bureau, ici, il s'agit d'un travail collectif réalisé en 2 mois par une équipe de Lersoises, de Lersois, pas moins intelligents que ceux autour de cette table, je pense. Nous sommes toutes et tous en capacité de réfléchir au futur de notre commune, faut-il encore nous en laisser la possibilité. Au passage, figurez-vous que j'ai trouvé l'OAP, vous savez, l'orientation d'aménagement de programmation. Incroyable, dans les méandres du site internet de l'enquête publique du plus 3. Bah dis donc, c'est pas comme si on avait voté le plus il y a 9 mois. Hein. Et il y a une centaine d'OAP sur ce plus 3.
Et des communes ont imposé d'autres choses que des parkings en herbe. Par exemple, hein, citons Lambersart avec son écoquartier, le projet Eura-Alimentation sur quelques villes de la métropole. Aucune de ces OAP ne fait autant de logements sur 2 hectares. C'est une folie. Certes, il est indiqué 100 logements par hectare. Mais nous n'avons jamais eu ce document entre les mains. Vous avez l'obligation d'information des élus de ce conseil. D'ailleurs, la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, vous l'a rappelé récemment, il me semble. Alors, je vous conseille vivement de demander à changer l'architecte de ce projet parce que il a fait des propositions complètement délirantes avec 270 logements. Je ne les ai pas inventés, vous vous doutez bien. Ayez de l'ambition, monsieur le maire, pour votre commune. Arrêtez de la dénigrer comme vous l'avez fait, par exemple, sur France 3. Oui, l'ERS a une histoire. Oui, l'ERS a un passé. Oui, l'ERS peut rayonner et faire rayonner son territoire dans la mêle. Et au-delà, chaque jour, des Lersoises, des Lersois le prouvent dans le sport, dans la culture, dans le patrimoine et même dans la politique. Il faudrait que vous en teniez compte pour les 2 ans qui restent. Merci de m'avoir donné la parole sans m'avoir coupé la parole. Merci. Je dois vous avouer que c'est pas l'envie qui m'en a manqué. Comment répondre? Alors d'abord, je vais répondre à Monsieur Bourgois. J'ai bien entendu les éléments sur lesquels vous avez pointé effectivement, je vais dire, l'obsolescence de la salle actuelle de tennis de table et le dojo attenant. Donc on est bien d'accord qu'effectivement, de toute façon, nous avions déjà positionné une réflexion sur ce projet parce que nous savions qu'à terme, avant qu'apparaisse le projet Sweetco, que ce bâtiment était, entre guillemets, permettez-moi l'expression, une bombe à retardement que nous devrions traiter de toute façon, nonobstant le décret tertiaire qui nous y contraint encore plus aujourd'hui, qui n'existait pas il y a 4 ans. Je peux citer encore d'autres éléments qui nous contraignent encore plus sur ce genre de bâtiments énergivores. J'ai entendu votre question sur l'étude comparative. Donc effectivement, on a des données précises sur la consommation actuelle. On a des données aussi qu'on pourra vous soumettre sur le projet de fluide nécessaire dans le projet, mais qui n'est pas encore écrit. Donc on va finir de l'écrire avant de pouvoir vous donner des éléments. Mais bien évidemment, on pourra faire ce comparatif. Mais vous doutez bien que de toute façon, il ne pourra être que profitable, entre guillemets, puisqu'on va forcément récupérer un bâtiment moderne, isolé, adapté, et donc qui sera forcément moins énergivore, et qui surtout qui sera beaucoup plus pérenne dans le temps. Vous pointiez juste un détail, qui est la toiture de ce site, qui effectivement, le jour où ça deviendrait nécessaire, représenterait un investissement colossal. Et je parle même pas du désamiantage, je parle pas de tout un tas d'autres éléments que nous connaissons tous. Pour répondre à Monsieur Rotsart, alors je suis désolé de vous contredire encore une fois, mais j'ai pas décidé ça tout seul dans mon bureau en 2 jours. Et c'est dommage, Monsieur Rotsart, parce que vous faites insulte à vos collègues de la MEL, parce que ce dossier a été travaillé avec les économistes, avec les urbanistes de votre grande maison, donc, et on a travaillé avec eux pour établir le projet. Donc j'ai pas décidé ça tout seul. On s'est fait aider, accompagner de gens intelligents également, puisque vous souleviez l'intelligence des gens, et effectivement, je pense que on est d'accord là-dessus. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, on a affaire à des gens intelligents, et là, des gens dont c'est le métier, si je peux me permettre. C'était important de s'entourer de gens dont c'est le métier, qui nous ont, effectivement, aidés à écrire l'OAP. Donc, je suis désolé de vous contredire, mais j'ai pas décidé ça en 2 jours, dans mon bureau. Vérifiez là aussi à la MEL, sans aucun problème. Bon, ça peut vous faire sourire. Je suis serein. Vérifiez, vous y êtes tous les jours, vous pouvez demander à vos collègues. Vous verrez bien. Je suis content que vous ayez trouvé l'OAP, parce qu'effectivement, vous y avez lu. Vous l'avez trouvé. Vous y avez eu accès. Elle était disponible, encore une fois. Je vous confirme qu'il est bien marqué 200 logements, ou pour être plus précis, il est marqué moins de 100 logements à l'hectare, et le projet fait 2 hectares 0,3. Donc voilà, et c'est écrit noir sur blanc. Donc encore une fois, je ne sais pas d'où vous sortez votre 250, ça m'a déjà fait rire. 270, qui est encore plus fabuleux. Ben oui, soutenez-le. L'OAP, si vous connaissez le système, est un sujet qui forcément contingente, donc il n'y aura jamais plus de 200 logements sur ce projet. Et je ferai juste un aparté sur le document, mais on n'est pas là pour discuter du document que vous avez distribué dans l'ERS. On y reviendra tout à fait en détail, mais encore une fois, vous me direz c'est Noël.
Pourquoi pas rêver? Pourquoi pas rêver? Mais j'ai vu aucune trace de financement et vous mélangez allègrement les fonds friches, ce n'est pas une friche, les fonds verts, vous mélangez des subventions qui ne sont adressables, vérifiez encore une fois, qui ne sont utilisables que par des petites communes. Donc il y a un bel amalgame, il y a plein de noms, mais il y a plein de choses qui sont complètement incohérentes dans ce que vous écrivez. Donc je vais en rester là et je termine. Je reprends votre expression, vous avez trouvé ça dans les méandres du plus 3. Là aussi, encore une fois, je trouve bien dommage que vous attaquiez les gens qui ont fait ce document qui émane de l'AMEL, j'en suis désolé. Voilà. Ce que je vous dis, monsieur le maire, je vous laisse une seconde pour un mot. On est des élus. On est des élus et on n'est pas en dessous des techniciens. On n'est pas à côté des techniciens. On est des élus de la République. Donc on est censé programmer et projeter ce qu'on a envie de faire pour notre commune. Je suis désolé, les élus majoritaires comme minoritaires n'ont pas été consultés sur ce projet. On a appris dans la presse qu'il allait y avoir 150 arbres. On a vu sur France 3 qu'il y avait un plan en 3D. Vous trouvez ça normal? C'est pas normal, monsieur le maire. C'est une obligation. Vous êtes dans l'obligation. Vous avez été élu par le conseil municipal. Vous êtes le représentant du conseil municipal. Donc les élus de ce conseil, vous leur devez des comptes. Et quand vous faites un projet de cette ampleur, vous devez fournir la documentation nécessaire et obligatoire. L'OAP est un document qui est associé au PLU et qui est obligatoire et qui, quand il est bien effectivement retranscrit, il fait office de réglementation. Mais nous ne l'avons pas eu. Nous ne l'avons pas eu lorsqu'on a voté la délibération du PLU. Nous n'avons pas eu ce document, monsieur le maire. Vous pouvez pas dire le contraire. On en a parlé. J'ai même demandé à l'autre groupe d'opposition s'ils l'avaient eu. Ils m'ont dit non. Parce que je voulais être sûr qu'on ne l'avait pas eu. On ne l'a pas eu. Et je l'ai trouvé. Et effectivement, il est compliqué à trouver. Bah oui, il est compliqué à trouver. C'est un grand PLU. Il y a 95 communes. C'est normal. Mais nous, ici, on a un besoin d'information. Vous auriez dû nous fournir ce document. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? C'est ça que je vous le demande. Je vais répondre en disant que d'abord, l'OAP n'est pas obligatoire, sachez-le. C'est nous qui avons eu la volonté de mettre un OAP pour bloquer les choses. Vous avez dit que c'était obligatoire. J'ai dit qu'il y avait une obligation de respecter l'OAP quand elle était contractualisée dans le PLU. Vous avez dit qu'il était obligatoire. Je m'inscris en faux encore une fois. Oui, puisque c'est nous qui l'avons voulu, et donc forcément, il s'impose. Vous coupez votre micro, merci. Je voudrais répondre là-dessus. Les éléments de l'OAP ont été présentés, je vous le signale. Les éléments fondamentaux, c'est-à-dire le nombre de logements, c'est-à-dire la végétalisation, c'est-à-dire la protection du beffroi, c'est-à-dire tous ces éléments-là qui sont fondamentaux. Et j'en terminerai juste par une chose, c'est de dire, sauf erreur, et je pense que je serai le premier informé, le permis de construire n'est pas déposé. Donc le travail reste à faire. Encore une fois, pour l'instant, on a posé des choses, on a posé des ambitions, on a posé des contraintes. Le projet va avancer, il faut lui laisser le temps d'avancer pour qu'il puisse être travaillé et concerté. Alors supprimons le conseil municipal, puis il ne sert à rien. Voilà. Ok, on en restera sur cette conclusion. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres Oui, monsieur... Attends, il y avait monsieur Garmont-Pré. Moi, simplement, si vous avez, ne refais pas. Je voudrais simplement faire remarquer quelque chose dont personne n'a parlé, c'est qu'il y a une deuxième parcelle qui fait partie de la banque et qui montre que les choses ont quand même été vues dans leur ensemble parce qu'elles vont permettre de réaménager le parcours très pénalisant au point de vue temps de circulation et de bouchons et accidentogène qui représente le petit jardin où se trouve le jardinier. Merci monsieur Garmont-Pré. Monsieur Guénin. Oui, je voulais juste remercier M. Rossard qu'à l'avenir de parler en son nom et au nom de son groupe, mais en aucun cas on parlait au nom des glavistes, des conseils glavistes et adjoints glavistes. En général, je pense que quand on a quelque chose à dire, on le dit directement. Merci. Merci. Bien. Alors, donc, je mets au vote cette délibération sur la salle de sport Maud Bossure, 6 avenue de Verdun, et la parcelle qui est 6 rue Victor Hugo. Qui est contre?
Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Délibération suivante, la vente d'une partie du chemin rural numéro 7, sentier de Néchin. La ville a entrepris des démarches pour céder une partie du chemin rural actuellement occupé par monsieur et madame Lecomte. Cette procédure a suivi un processus rigoureux comprenant une désaffectation décidée par une délibération municipale, une enquête publique et l'obtention d'avis officiels, notamment celui du service des domaines. Suite à l'enquête publique et à l'approbation du commissaire enquêteur, il a été convenu que pour faciliter l'utilisation du chemin rural, une partie de la section occupée par monsieur et madame Lecomte serait réintégrée dans l'emprise du chemin. La valeur estimée du chemin rural est de 5 € le mètre carré et la surface à vendre à monsieur et madame Lecomte correspond à 64 mètres carrés, comme indiqué dans le plan de géomètre que vous avez en pièce jointe. Pour votre information, toutes les exigences légales et procédurales ont été respectées pour parvenir à la cession de cette portion du chemin rural, en tenant compte d'ajustements visant à faciliter son utilisation. Aussi, je vous propose de fixer le prix de vente du mètre carré à 5 € en suivant le service des domaines, soit un prix total de 320 €, de vendre une partie du chemin rural à monsieur et madame Lecomte, demeurant 37 bis rue du Gibraltar gauche, au prix susvisé, de m'autoriser à signer tous les documents afférents au présent projet et que les frais, droits et honoraires notariés occasionnés par cette opération seront à la charge de l'acquéreur. Y a-t-il des questions? Monsieur Bourgois. J'y ai pensé. Alors, non, juste une toute petite question, puisque dans le document que vous nous avez remis ce soir, il est marqué « La rédaction du projet de délibération a été revue par le notaire, le projet modifié est joint en annexe. Les modifications figurent en droit. » Or, on a... Non, c'est Ah, c'est pardon. Suitco. Non, mais à coup de bois. Donc pas de remarque? Non. Non, le prix n'est pas tout à fait le même, hein, monsieur Bourgois. C'est une bonne nouvelle pour monsieur et madame Lecomte. Pas d'autres remarques, pas d'autres questions. Et pour répondre... Attends, Jacques, je voudrais juste terminer pour monsieur Bourgois, parce que vous aviez posé une question en commission. Je tiens à vous répondre, son statut, c'est un sentier H. Chemin rural, pardon. Donc, effectivement, qui incombe à la mairie de maintenir un niveau. Donc, effectivement, on rebouche les trous, effectivement. C'est un chemin, c'est pas vraiment une route. Donc, c'est effectivement du ressort de la mairie. Je vous le confirme. Puisqu'on s'était posé la question entre son statut, donc je vous le confirme. Monsieur Lomaillet. Oui, je voulais dire quand même que c'est un dossier qui a démarré en 2001, donc c'était très long, et je voudrais remercier quand même Madame Garçon qui a travaillé dessus depuis 2021 pour aboutir à cette issue où il y a eu pas mal de travail qui a été effectué et qu'on est arrivé à un consensus favorable pour aussi bien de récupérer pour la commune nos biens. Et ça, je tenais quand même à dire publiquement que Mme Garçon a beaucoup travaillé sur ce dossier, et moi-même bien sûr, mais surtout elle a beaucoup œuvré sur ce dossier, et on a eu une très bonne coopération avec monsieur et madame Lecomte, où on a pu faire signer un document qui était important avec le géomètre où j'étais présent le 1er septembre 2023. C'est ça qui a fait avancer le Schmilblick, parce que c'était assez compliqué. Voilà ce que je voulais dire publiquement. Merci, monsieur Lomaillet. Bien. Ben, vous n'aviez pas levé la main tout à l'heure? C'est par rapport à la question que je vous ai posée en commission. C'est-à-dire? Je vous avais demandé de savoir si ce chemin était un des chemins qui allait être rétrocédé à la métropole. Ah? À la métropole. Non, c'est la réponse que je viens de fournir. J'ai fourni la même D'accord. réponse. C'est un chemin qui appartient, qui est un chemin rural, qui n'a pas le statut d'une allée privée, Non, mais ni d'une allée dans le domaine public classique. C'est un chemin rural. Donc à ce titre-là, c'est la commune qui l'entretient. Mais il pourrait... d'accord. Non. Parce que... A priori, non. La réponse. C'était la question à laquelle je répondais. Pardon, il faut peut-être que je fasse voter. Alors, sur cette délibération, vente d'une partie du chemin rural numéro 7, sentier de Néchin, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Délibération suivante, marché de fourniture, d'acheminement de gaz naturel et services associés, lancement de la vague numéro 8
Adhésion au dispositif d'achat groupé proposé par l'UGAP, donc en renouvellement des vagues précédentes 6 et 7, autorisation de signature de la convention de mise à disposition du marché. Depuis 2015, l'UGAP organise des achats groupés conséquents en gaz et électricité, rassemblant plus de 6 000 adhérents pour un total de 8,5 milliards de kilowattheures, c'est-à-dire de térawattheures. Pour accompagner les entités publiques, l'UGAP a instauré des dispositifs d'achat groupés de gaz avec les vagues, comme je l'ai dit, 6, 7 et désormais 8. Dans le respect des règles de la commande publique, l'UGAP supervise toutes les étapes des appels d'offres pour conclure des accords cadres des marchés subséquents. Cela englobe la définition des processus de consultation, la collecte des besoins, la préparation des dossiers de consultation, l'évaluation des offres et la signature des contrats pour le compte des bénéficiaires. La ville de Lers a adhéré au marché groupé de fourniture de gaz naturel permettant l'approvisionnement en gaz de tous ces bâtiments chauffés au gaz via les vagues précédentes 6 et 7. Cette adhésion représente un volume financier d'environ 250 000 € en 2022, avec une échéance fixée au 30 juin 2025 pour ces contrats. Il est proposé à la ville de rallier le nouveau dispositif d'achat groupé, la vague 8, si avant énoncé, proposé par l'UGAP. Cette nouvelle convention s'étendrait jusqu'au 31 décembre 2028, couvrant ainsi la durée des accords cadres conclus par l'UGAP pour le compte de la ville. De plus, l'UGAP offre la possibilité de choisir du gaz vert, une option qui pourra être sélectionnée au moment de la notification du marché, une fois les fournisseurs et les prix connus. Aussi, je vous propose de recourir à l'UGAP pour l'achat de gaz pour tous les bâtiments municipaux chauffés au gaz, bien sûr, d'approuver la convention pour la fourniture, l'acheminement de gaz naturel et les services associés avec l'UGAP. Et enfin, de m'autoriser à signer tous les documents liés à ce marché et de prendre toutes les mesures pour mettre en œuvre cette décision. Y a-t-il des questions? Des remarques? Pas de questions, pas de remarques. Je mets au vote donc cette délibération sur le marché de fourniture d'acheminement de gaz naturel et services associés, lancement de la vague 8, adhésion au dispositif d'achat groupé proposé par l'UGAP, autorisation de signature de la convention et de mise à disposition du marché. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Délibération suivante, création d'un groupement de commandes entre la ville et le CCAS, dont notre EHPAD de Lers, pour la location et les prestations associées de tenues professionnelles et de linge plat. Pour moderniser les marchés publics de location et d'entretien des tenues professionnelles pour le personnel et de draps plats pour l'EHPAD, qui arrivent à échéance en 2024, une proposition de création d'un groupement de commandes rassemblant la ville et le CCAS est avancée pour lancer un nouvel appel d'offres. Les nouveaux contrats issus de ces appels d'offres sont opérationnels à partir d'avril 24. Il est également prévu que le CCAS prenne bien sûr une délibération similaire et parallèle lors de son prochain conseil d'administration concernant sa participation à ce groupement pour lui-même et pour l'EHPAD. La commission d'appel créée dans le cadre de ce groupement est composée d'un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement. Le représentant du coordonnateur du groupement préside cette commission d'appel d'offres. Je vous propose de créer un second groupement entre la ville et le CCAS, donc pour cette opération qui est la location et des prestations associées de tenues professionnelles et de linge plat, d'approuver la convention constitutive du groupement ayant pour objet la définition des modalités de fonctionnement du groupement et des marchés publics susmentionnés, et d'autoriser et de m'autoriser à la signer, et de désigner Monsieur Jacques Lomaillet en qualité de membre titulaire de la commission d'appel d'offres du groupement. Il n'est pas nécessaire, il n'est pas désigné de membre suppléant. Et enfin, de lancer un appel d'offres, bien sûr, ouvert pour ces marchés. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des remarques? Pas de questions, pas de remarques. Je mets au vote cette délibération sur la création du groupement de commandes Ville-CCAS pour la location et les prestations associées de tenues professionnelles et de linge plat. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Alors, délibération suivante. Retrait de la ville de l'établissement public administratif d'ingénierie du département du Nord, qui porte le nom de INOR. L'abrogation des délibérations numéro 1714
du 16 février 2017 et 20-103 du 20 décembre 2020. La ville a rejoint l'agence INOR par délibération, comme je viens de le dire, en février 2017, afin de bénéficier d'un soutien en ingénierie pour ses projets. Cependant, l'agence n'a pas répondu aux sollicitations de la ville. Ainsi, il est proposé que la ville se retire de cet établissement public administratif. Je vous propose donc d'approuver le retrait de la ville de l'établissement public administratif d'ingénierie du département du Nord et donc d'abroger la délibération par laquelle nous y avons adhéré et d'abroger la délibération suivante, la 20-103 du 20 décembre 2020, par laquelle le conseil municipal avait désigné Jean-Philippe Andriès et Jacques Lomaillet, respectivement représentants titulaires et représentants suppléants, aux instances de cet établissement. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Pas de commentaires? Je mets au vote cette délibération, donc sur le retrait de la ville de l'établissement public administratif d'ingénierie, du département, donc, qui s'appelle INOR, abrogation des délibérations 17-14 du 16 février 2017 et 20-103 du 20 décembre 2020. Qui est pour? Ça va, vous suivez? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Prise en charge des frais de fourrière d'un véhicule indûment payé par une administrée. Durant la période estivale, une administrée a vu son véhicule placé en fourrière pour avoir stationné dans une zone temporairement interdite par un arrêté municipal. Elle avait garé son véhicule avant l'affichage de l'arrêté et l'installation des panneaux d'interdiction. Ne connaissant pas l'existence de cet arrêté, étant en vacances, elle a fait une demande amiable pour être remboursée des frais de fourrière. Compte tenu de la situation et de la bonne foi de l'administré, il est proposé de lui rembourser la somme de 230,41 €, montant correspondant aux frais de mise en fourrière de son véhicule. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Monsieur Bourgois. Oui, merci Monsieur le maire. Pas une question, mais une petite remarque, c'est tout, afin que les services municipaux ne reproduisent pas la même erreur dans le futur. Alors, dans ce cas présent, n'est-ce pas, il y a eu des panneaux de déposés, mais en retard, selon vous, pour empêcher le stationnement. C'était sur le parking ici derrière, le jour du 14 juillet. Or, il n'y a aucun texte national qui prévoit de délai de mise en place de panneaux d'interdiction de stationner en vue d'une manifestation quelconque. S'il n'y a pas de zone payante, ni de zone bleue, ni d'interdiction intervenant régulièrement, et ce qui est le cas pour le parking présent. Donc, normalement, ces panneaux n'ont pas lieu d'être. Mais vous pouvez, par votre autorité, n'est-ce pas, et par arrêté municipal, réduire le délai de stationnement abusif qui est prévu 7 jours. Donc, cette dame aurait pu stationner 7 jours selon le texte général, et vous pouvez vous raccourcir afin de pouvoir intervenir plus facilement, le réduire à 24, 48, 3 jours ou 4 jours. Ou alors encore, imposer des délais de mise en place des panneaux dans un règlement propre à la commune qui n'existe pas non plus. Parce qu'il n'y a rien de prévu sur le plan national, vous pouvez en établir, mais il n'y en a pas. Donc c'est pour éviter les erreurs prochaines. Mais bien évidemment, nous voterons pour rembourser cette brave dame. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions? Donc effectivement, comme vous l'avez dit, Monsieur Bourgois, on en avait échangé effectivement en commission aussi. Effectivement, on a mis le panneau tard, certes. En tout cas, nous, on adopte le mode de fonctionnement que nous gérons avec notre police municipale, qui est quand même au fait du sujet, je pense. Voilà, donc on a, nous, annoncé ça tard. Alors, je ne sais pas si c'est de mon pouvoir, comme vous dites, de réduire ce temps. En tout état de cause, il faut informer les gens. Et effectivement, cette personne de bonne foi, entre guillemets, n'a pas été informée. Donc, je pense que nous sommes d'accord, j'ai entendu que vous voterez pour. Et je vous garantis qu'effectivement, j'ai entendu votre toute première remarque, effectivement, les services vont s'atteler à éviter ce genre de choses. Comme je vous l'ai dit en commission, systématiquement, de toute façon, la police municipale passe pour prendre des photos, pour constater que les panneaux ont été mis suffisamment à l'avance. Force est aussi de constater, malheureusement, c'est qu'il y a beaucoup d'incivilités et que quelquefois, les panneaux avec les arrêtés qui sont scotchés dessus, qui sont positionnés dessus, malheureusement disparaissent quelquefois un peu trop vite. On est quelquefois obligé de retourner et d'en repositionner. Voilà, c'est malheureusement le constat que nous pouvons en faire. Mais je pense que tout le monde est d'accord sur la conclusion de cette délibération.
Bien, donc sur cette délibération de prise en charge des frais de fourrière d'un véhicule indûment payé par une administrée, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Délibération suivante. Adhésion de la ville à l'Association des maires de France. L'Association des maires de France, l'AMF, joue un rôle essentiel en conseillant, formant et informant ses membres sur les questions liées à leur mandat. Elle met à disposition divers outils et services allant de conseils juridiques personnalisés à des publications périodiques et organise des événements thématiques ainsi qu'un congrès annuel. Je propose donc l'adhésion de la ville à cette association, sachant que le taux de cotisation pour l'année 2023 est de 0,166 €, donc 0,166 € par habitant pour les communes de plus de 600 habitants. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Alors, et juste en complément d'information, cette adhésion remplace l'ancienne adhésion que nous avions à l'Association des petites villes de France, qui, au travers des différentes informations, ne rend pas le même service, entre guillemets, que ne pourra nous rendre l'AMF. C'est pour ça qu'on change de partenaire. Pas de questions, donc je mets au vote cette délibération sur l'adhésion de la ville à l'Association des maires de France. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Délibération suivante, je vais passer la parole à Monsieur Deschamps pour nous parler de la convention de partenariat avec les eaux du Nord, les sociétés des eaux. Pardon. Alors, par délibération en date du 21 septembre 2017, le conseil municipal avait autorisé le maire à signer une convention de partenariat avec la Société des eaux de la métropole européenne de Lille, ILEO, pour le maintien de la fourniture d'eau aux familles en difficulté de la commune. Cette convention chèque eau en cours prendra fin le 31 décembre 2023, date d'expiration du contrat de délégation de service public de distribution d'eau potable signé entre la MEL et ILEO. Aussi, afin d'assurer la continuité de ce service essentiel, il convient de conclure avec la Société des eaux de la métropole européenne de Lille une nouvelle convention qui prendra effet au 1er janvier 2024 pour une durée de 10 ans, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2033. Cette convention est identique à la précédente. Pour information, depuis 2017, 36 familles lersoises ont bénéficié de ce dispositif d'aide financière pour un montant total de 11 280 €. La deuxième commission Action sociale solidarité a émis un avis favorable au renouvellement de cette convention lors de la réunion du mardi 12 décembre 2023. Donc en conséquence, il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de partenariat pour le maintien de la fourniture d'eau aux familles en difficulté avec la Société des eaux de la métropole européenne de Lille. Pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2033. Merci, Monsieur Deschamps. Y a-t-il des remarques? Y a-t-il des questions sur cette délibération? Pas de remarques, pas de questions. Je mets au vote cette délibération de renouvellement de la convention de partenariat avec la Société des eaux de la métropole européenne de Lille, donc ILEO, pour le maintien de la fourniture d'eau aux familles en difficulté. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Délibération suivante, octroi d'une subvention à une association. La parole est à Monsieur Malbranc. Merci, Monsieur le maire. Suite aux inondations historiques dans le Pas-de-Calais en novembre dernier, plus de 200 communes et des milliers de foyers ont été gravement touchés. La Fondation de France Région Nord s'est associée aux associations locales pour soutenir les personnes vulnérables et aider les associations sinistrées à reprendre leurs activités en faveur des plus fragiles. Une aide d'urgence a déjà été déployée et la fondation territoriale Reflet d'Opale, opérant dans ces zones sinistrées, se mobilise également. Pour exprimer la solidarité envers les foyers impactés et contribuer à l'assistance,
je vous propose l'attribution d'une subvention de 1 500 € à la Fondation de France. Merci, Monsieur Malbranc. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des remarques? Pas de questions, pas de remarques. Tout le monde est d'accord, parfait. Donc, je vais vous demander votre vote d'abord, quand même. Donc, sur cette délibération d'octroi d'une subvention à l'association Fondation de France suite aux inondations chez nos voisins dans le Pas-de-Calais, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? C'est bien ce que je dis. Les mesures sanitaires liées à la Covid ont impacté les associations locales, certaines avec un impact financier important, notamment sur l'exercice 2021-2022. Ainsi, le LOS Football et le LOS Tennis de table, qui ont récemment fait part de leurs difficultés financières, sont concernés. Pour soutenir ces associations, je vous propose d'attribuer une subvention exceptionnelle forfaitaire à ces deux associations comme suit. 1 000 € à l'association LOS Football, 1 000 € à l'association LOS Tennis de table, dans le cadre, je le répète bien, de la Covid. Merci, Monsieur Malbranc. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des remarques? Monsieur Johnson, dont je salue l'arrivée. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Malbranc. Avant toute chose, pour être très clair, absolument aucun souci avec l'attribution de subventions exceptionnelles. Pour être tout aussi clair, j'ai absolument aucun souci qu'on reverse des subventions exceptionnelles au club de foot ou, en l'occurrence, au club de tennis de table, et c'est de votre bon droit de proposer ces subventions. Simplement, ce que je voudrais redire, c'est le prétexte des mesures sanitaires que vous venez d'évoquer, qui n'existent plus, j'ai le regret de vous dire, juridiquement, et surtout le prétexte du Covid, plus de 3 ans après. Alors, de deux choses l'une. Mars 2020. De deux choses l'une. Soit ces deux associations sont en difficulté. L'une, parce qu'elle a de gros frais de fonctionnement qui sont inhérents à ces fonctionnements et ceux de la Fédération française de football qui pénalisent et les collectivités, et chacun le sait, et les associations, et par les défraiements qu'elle fait auprès de ces bénévoles. Et c'est une chose, il faut savoir le dire, et la collectivité est en droit de l'aider, il n'y a aucun souci avec ça. Et si une autre association est en difficulté parce qu'elle fait le choix de politique sportive d'inscrire un club en 2e division avec des joueuses rémunérées dont on sait évidemment que ça coûte très cher pour le club et pour la collectivité, mais j'ai aucun problème avec ça, club qui par ailleurs perd en volume ses adhérents. Très bien. Que ces deux clubs soit en difficulté, je pense qu'ici, chacun est assez mûr, est assez grand pour pouvoir l'entendre. Chacun prendra ses responsabilités pour pouvoir choisir de les aider sur leurs difficultés éventuelles, comme d'ailleurs d'autres pourraient avoir. On a ces deux clubs-là en lumière, mais je suis convaincu que d'autres peuvent être en difficulté. Pas de souci. Mais je trouve personnellement un peu gros qu'on nous prenne le prétexte du Covid. Alors, d'abord 1 000 € de gel. Voilà. Je ne fais pas ma phrase. Et ensuite, pourquoi pas les autres clubs si on prend ce prétexte-là? Et enfin, on est surtout sur sur une subvention exceptionnelle, sur une maladie, j'ai le regret de vous dire, qui s'inscrit dans la durée du paysage. Je doute qu'en 2024, on soit sorti des mesures sanitaires que vous évoquez, qui ne sont finalement que des mesures sanitaires de principe, puisqu'il n'y a plus rien d'obligatoire dans le droit. Voilà. Merci de ne pas nous prendre ce prétexte. David, tu réponds, je réponds. Je vais répondre. Bien sûr. Merci. Monsieur Johnston, si vous vous rappelez, et toute l'assistance, tous les élus, en fait, en 2020, il y a eu, lors des demandes de subvention, un questionnaire qui a été envoyé à toutes les associations pour mesurer sur 2020 l'impact. Ce même questionnaire a été envoyé sur l'exercice 2021-2022, permettant derrière une analyse. Je suis désolé de vous dire qu'il y a eu entre deux, au niveau de l'équipe municipale, un travail important sur notamment l'installation des associations sur l'espace Arnaud Beltrame. Et donc, ces subventions exceptionnelles proposées sont aujourd'hui
je vous rassure, clairement sur la crise sanitaire qui nous a impacté sur plusieurs années, clairement sur l'exercice 2021-2022 avec des associations qui ont rempli le questionnaire, qui ont demandé un rendez-vous pour pouvoir évoquer uniquement sur ces difficultés-là, les difficultés qu'elles avaient et l'aide qu'elles avaient besoin. Et en fonction de documents qu'on a eus, on a validé donc un soutien financier sur cette partie financière inhérente à la crise sanitaire sur la période que j'ai citée. Merci, Monsieur Malbranck. Si je peux me permettre de compléter, David, et sous le couvert de Monsieur Guermont-Pré, dont c'est quand même la délégation, on traite ça au niveau associatif de façon globale, mais là, en l'occurrence, effectivement, on parle de 2 associations sportives. Je tiens à préciser que, comme l'a dit David, c'est clair, mais je voudrais juste dire, parce que c'est moi qui ai pris un engagement, donc je tiens à le remettre sur la table, si je peux me permettre. Fin 2020, nous avons effectivement fait les demandes de subventions et nous avons attribué début 2021, je le rappelle, 1 euro à toutes les associations. Je ne parle pas des sportifs, je parle de toutes les associations pour participation matérielle, entre guillemets, masques, etc., etc. Et nous avons pointé, nous avions mis un budget aussi pour une aide exceptionnelle et nous avons pointé, nous avons voté, mes chers amis, 4 subventions exceptionnelles pour 4 associations différentes. C'était en 2021. C'était en 2021. Ben oui, c'était 2021 puisque c'était dans le budget 21. Donc on l'a voté au mois de mars 2021. On a malheureusement la maladie, la Covid est restée un peu parmi nous et on a décidé de reconduire cette demande aux associations, à la fois en reconduisant à nouveau le 1 euro par adhérent, de toutes les associations qu'on a reconduit et en rebloquant une somme pour attribuer aux associations qui levaient le doigt dans leur demande de subvention si elles avaient encore un problème résiduel. C'était mon engagement, c'est pour ça que je me permets de reprendre la parole, en disant qu'on n'accompagnerait pas les associations qu'1 an, mais 2 ans. C'est ce qu'on a fait. On a versé les 1 euro à chacun des adhérents de l'ensemble de nos associations. Par contre, on n'a pas attribué, nous sommes donc en début 2022, enfin en mars 2022, au moment du budget, nous avions prévu une somme de 5 000 euros que nous n'avons pas attribuée. Et donc, en début 2023, souvenez-vous, c'est vérifiable encore une fois, en budget, on a remis cette ligne de 5 000 euros qu'on n'avait pas dépensée, entre guillemets, en 2022 parce que on n'a pas pu recevoir les associations, comme l'a dit David, parce que l'emploi du temps de tout le monde était chargé. Et donc, on a pris l'engagement de rebloquer cette somme qui était de 5 000 euros que nous avons remis au budget 2023. Donc, nous arrivons au bout de l'année 2023. On a eu un peu de mal à recevoir certaines associations. Ça a été un peu compliqué. Effectivement, on leur a demandé de faire un effort, je vais dire de mémoire, mais surtout comptable, de compte d'exploitation pour retourner sur le sujet qui était donc l'année 2022 et les impacts du Covid sur l'année 2022. Donc, nous avons fait cet exercice. Effectivement, on a reçu les associations et là, compte tenu de ces éléments, Alain Guermont-Pré, David Malbranck et moi, puisque nous les avons reçus de concert, nous avons décidé effectivement d'allouer, comme l'a dit David, un forfait, parce que je vous rassure, Monsieur Johnston, vous avez pris l'exemple du tennis de table et de son évolution en termes de professionnalisation. C'est pas ces 1 000 euros qui vont leur sauver une saison par rapport à ce que peut coûter une saison avec des pros, une équipe pro. Donc ça n'a rien à voir avec le quotidien, avec l'année 2023 écoulée ou le futur de l'année 2024. C'est bien quelque chose qu'on s'était engagé à repositionner. On a reconduit, je le répète, ce budget et sur ces 5 000 euros, on attribue, si vous en êtes d'accord ce soir, 1 000 euros à l'un et 1 000 euros à l'autre. Voilà ce que je voulais me permettre de compléter sur le sujet. Oui ? Par conséquent, je ne peux que vous suggérer d'inscrire ces montants dans la durée. Non, puisqu'ils sont bien consécutifs à un reliquat de sujet Covid. Le Covid sera encore là l'année prochaine. Oui, j'entends bien. Il est là maintenant de façon permanente. On est bien d'accord, mais ça n'a plus d'impact direct, vous le savez comme moi, sur les associations. Nous sommes d'accord. C'est bien pour ça qu'on a arrêté aussi le 1 euro pour les masques, parce que bien heureusement, on est un peu
sauver de cette galère de masques et de gel hydroalcoolique. Bien. Plus de remarques, plus de questions sur cette délibération. Donc, je mets au vote cette délibération d'octroi d'une subvention exceptionnelle suite à la Covid aux associations LOS Football et LOS Tennis de table. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Pardon. J'ai un problème de rangement. Délibération suivante, syndicat mixte Nord-Pas-de-Calais numérique pour la compétence espace numérique de travail, le ENT. Dans les écoles, la parole est à Monsieur Furnari. Merci, Monsieur le maire. Aujourd'hui, chaque parent et chaque enfant utilise un outil spécifique appelé ENT, espace numérique de travail, dédié, sécurisé et simple pour accéder à distance à son environnement scolaire. Information éducative et de suivi, résultats scolaires, outils et ressources pédagogiques, messagerie avec les enseignants. Cet outil permet de garder le lien entre les familles et les équipes pédagogiques et a été mis en œuvre par l'Éducation nationale en lien avec la collectivité territoriale. Cela concerne, pour l'année scolaire 2023-2024, 2 groupes scolaires, soit 664 élèves de la maternelle à l'élémentaire, 725 parents et 100% des enseignants. L'environnement numérique de travail, ENT, a été mis en place dans la région Hauts-de-France en 2019, avec un déploiement plus soutenu lors de la crise sanitaire, pour faciliter l'école à la maison. Il était porté par le syndicat mixte Nord-Pas-de-Calais numérique avec des fonds européens. Compte tenu de la fin de ce financement, de l'outil ENT et du refus de la MEL d'assumer cette charge, les communes ont été sollicitées pour la reprendre afin de permettre aux élèves et à leurs parents de continuer à bénéficier de cet outil. L'adhésion au syndicat mixte ouvert Nord-Pas-de-Calais numérique permet d'accéder au maintien de ENT à des tarifs préférentiels. Il est donc proposé au conseil municipal d'adhérer au syndicat mixte afin de bénéficier de la contribution forfaitaire de base en 2023. Cette adhésion est de 60 € et la contribution de 1,30 € par élève et par an. Il est proposé de me désigner Carmelo Furnari en qualité de délégué, soit au comité syndical, soit au collège, désignant les représentants au comité syndical mixte. Merci, Monsieur Furnari. Y a-t-il des questions, des remarques? Oui, Madame Van der Merch. Monsieur le maire, Monsieur Furnari, Vitaliser l'ERS ne peut qu'approuver cette délibération car il faut vivre avec son temps. Et cette ENT en est la parfaite illustration. Continuité pédagogique en cas de confinement ou pas, grâce à une communication aisée avec les parents, un accès à un cahier de texte électronique pour les élèves et les enseignants, ou encore le dépôt de documents pédagogiques audio ou vidéo. Cependant, ce coût d'adhésion, relativement bas de 850 € par an pour l'ensemble des élèves des écoles publiques de l'ERS sur un budget municipal de 15 millions d'euros, ne doit pas encore venir grever le budget alloué aux écoles. Budget déjà en baisse de 6% cette année par rapport à 2022. D'autant plus que nous venons de voter 2 octrois de subventions d'un montant de 1 000 € chacune pour des clubs sportifs. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres remarques avant que je réponde? Alors, Madame Van der Merch, j'entends votre approbation. Je pense que vous connaissez le sujet mieux que nous tous autour de la table, donc je peux l'entendre. Il s'avère que cette ENT nous est tombée dessus de façon inopinée, très récemment. C'est un sujet un peu... Voilà, c'était un cadeau de fin d'année. Je tiens à préciser une première chose, c'est que les montants dont a parlé Monsieur Furnari, l'adhésion, effectivement, sera fixée à 60 €. Par contre, le prix par élève peut encore bouger un tout petit peu. Il est de 1,30 ou il sera de 1,35. On a eu différentes versions. Je peux vous dire que les discussions sont encore en cours avec
ce syndicat mixte, hein, effectivement. Donc, ça tournera autour de ce chiffre-là, mais il faut bien arrêter la délibération, puisque nous ne voulons pas qu'il y ait de rupture dans le service qui est amené aux familles, aux enfants et aux professionnels également. Donc voilà, je pense que ce sera entre 1,30 € ou 1,35 €. Encore une fois, on vous tiendra au courant du détail. Je tiens à compléter en disant que effectivement, ça représente pas 850 €, mais le nombre, ça représente un peu plus de 1 000 €, puisqu'il y a aujourd'hui 725 par an. Mais sur un potentiel de 970 fois 1,30 ou 1,35 plus les 60 €, ça fera entre 1 000 et 1 400 € à l'année en fonction du nombre de parents qui... Moi, je n'avais pas englobé les écoles privées puisqu'elles n'utilisent Moi non plus. Moi non plus. Bah, il y a 600 élèves. Non, non, on paye par parent. C'est 725 fois 1,30 € ou 1,35 €. Ah, c'est pas pareil. C'est par parent, oui, tout à fait. Donc voilà. Donc en tout cas, ça change pas. Mais bon, ça, on est aux alentours des 1 000 € comme la subvention. Effectivement, effectivement. Moi, je vous donne rendez-vous pour parler du budget des écoles parce que c'est pas le but et on est en train de parler 2020. Oui, non, mais c'est parce que comme ça a été évoqué en commission avec Monsieur Furnari, et il nous a sous-entendu que ça sera enlevé du budget des écoles. Oui. Donc, ça sera encore ça en moins pour les fournitures scolaires, les photocopies et... Alors, il y a une chose qui est le budget et il y a une autre chose qui est le réalisé. Puisque nous avions sur cette année en cours, vous savez, qu'on a réduit par exemple les montants qui de toute façon n'étaient pas utilisés. Donc, moi, c'est pour ça que j'étais en train de dire, avant que vous repreniez la parole, que je vous donne rendez-vous sur le ROB au mois de février prochain et sur le budget au mois de mars, mais déjà au point du ROB, où on pourra parler très concrètement du budget qui est alloué aux écoles, à la fois du budget, mais aussi parce que pour moi, le budget est un élément, mais ce qui est le plus important, c'est ce qu'on a payé, le réalisé. Et nous comparerons le réalisé et on pourra en rentrer dans cette discussion sans aucun problème. Mais il est clair, et je confirme ce qu'a dit Monsieur Furnari, à aujourd'hui, ce sujet qui nous tombe, je le répète, et encore une fois, c'est pas de la responsabilité de la commune, vous en serez bien d'accord avec moi. Si, c'est de la compétence des mairies, puisque l'ENT utilisé dans les lycées, c'est la compétence du conseil régional, les collèges, c'est le département, donc c'est la mairie. Enfin, sauf erreur, ça vient d'arriver comme sujet. Ça vient d'arriver, mais ça reste dans vos compétences. Non, mais que ça revienne en compétence et donc en montant sur la commune, j'en suis bien d'accord, puisqu'on est là pour le voter, mais quelque part, c'est pas quelque chose que dont nous avions connaissance. Ni vous, ni moi, ni l'ensemble des 95 communes. Ça, on en est conscient, mais ça reste de vos compétences. Donc c'est bien, je suis d'accord que c'est nos compétences. C'est bien pour ça que la MEL ne peut pas le reprendre, parce que c'est en dehors de ses compétences. Donc c'est un sujet, je peux vous dire, qui a fait couler beaucoup d'encre, mais aussi beaucoup de salive au niveau des conseils, du conseil métropolitain et du conseil des maires, parce que c'est un sujet qui nous est tous tombé dessus, si je peux me permettre l'expression, et que voilà, il faut le traiter, donc on le traite encore une fois. On rechigne pas, on est d'accord que l'utilité est fondamentale, donc on s'inscrit dedans, on veut pas non plus qu'il y ait de rupture, mais quelque part, à aujourd'hui, pour nous, c'est du budget école, donc ça rentre dans le budget école. Ouais, Ceci étant, je vous donne rendez-vous au budget et on parlera en détail, parce que vous serez d'accord avec moi, le budget, c'est une chose, mais il y a ce qu'on a dépensé. C'est ça qui est le plus important, parce que c'est ce qu'on a mis sur la table pour nos enfants. Ouais, bon, là, vous aviez repris quand même sur l'allocation pour les déplacements scolaires 3 000 €. Parce que c'est pas utilisé. Ben oui. Mets ton micro, monsieur. Garder de l'argent sur qui dort, ça fait 3 ans que je suis élu. L'enveloppe n'est pas utilisée. Donc, vaut mieux optimiser ce qui est réalisé. Donc, on a baissé l'enveloppe, mais elle n'est pas utilisée. Et par contre, on n'a pas baissé les fournitures, les règles, les stylos. On n'a rien baissé pour nos petits écoliers. Aucune pénalité. Je vous donne rendez-vous sur l'ensemble du sujet, puisque l'année 2023 sera close, et nous pourrons comparer sans aucun problème à la fois les BP, donc le budget 2022, le réalisé 2022, le BP 2023, le réalisé 2023, et nous pourrons parler là concrètement des éléments qui sont mis, encore une fois, c'est ça qui est important, c'est ce qu'on met à disposition de nos enfants.
Allez, une dernière remarque, Monsieur Johnson, je vous écoute. Oui, ça me fait. Ce que je retiens là, c'est qu'on va dire donc aux écoles et aux enseignants que leurs budgets sont diminués parce qu'ils ne les dépensent pas. J'ai bien retenu, je vous remercie. Pour pouvoir discuter, et ils seront contents de l'apprendre. Pour pouvoir discuter de ces éléments, je remets sur la table une proposition avec chacune des parties concernées. Je remets sur la table une proposition que j'avais faite, c'était d'instaurer, je sais plus comment j'avais appelé, une commission éducative qui puisse réunir à la fois les élus, à la fois les enseignants, à la fois des parents d'élèves. Je crois que c'est un comité de suivi du projet éducatif, pour le peu de mémoire qui me reste. J'avais suggéré plusieurs fois, dès l'élaboration des TAP, pour ceux qui ont un peu de mémoire comme moi, et j'avais suggéré l'élaboration d'un comité de suivi du projet éducatif de territoire, qui d'ailleurs n'existe pas le comité de suivi du projet éducatif, en tout cas dans la forme dans laquelle on peut raisonnablement entendre un projet éducatif territorial. Et donc je suggère que, puisque vous suggérez vous-même que l'on rediscute des budgets des écoles, j'aimerais moi, en tant que conseiller municipal, et je suis pas sûr d'être le seul autour de cette table, pouvoir entendre la version des directeurs d'école. Je ne demande pas la polémique, éventuellement d'un ou deux délégués de parents d'élèves, pour pouvoir avoir leur retour sur cette non-consommation des budgets que vous leur allouez si généreusement. Alors, je vais laisser Monsieur Furnari répondre sur tout ou partie de votre remarque. Alors, tout d'abord, par rapport au budget. En fait, il faut aussi évoluer et vivre avec son temps. Il y a très longtemps, les enseignants partaient 5 jours. Je pense qu'il y avait des déplacements sur le Jura ou les Vosges. Maintenant, les enseignants ne veulent plus s'investir, ne peuvent plus s'investir comme avant. Ne peuvent plus s'investir comme avant. Donc maintenant... Monsieur Johnston, mais non. Mais en plus, les coûts des budgets ont évolué, notamment celui du transport. Donc ils veulent... S'il vous plaît, vous laissez parler. Merci. Donc, à ce jour, les enseignants préfèrent partir 3 jours avec leur classe au lieu de 5 jours. Donc forcément, l'enveloppe n'est plus utilisée à son maximum. Donc c'est pour ça, on n'a pas pénalisé, on n'a pas refusé un séjour. On a uniquement baissé l'enveloppe qui n'était pas utilisée. Voilà. Et je prône pour que les enseignants puissent profiter des séjours. Voilà. Monsieur Johnson, on va arrêter là. Oui, Je vous donne rendez-vous, comme je l'ai dit, au ROB et au budget, où on rentrera dans le détail de chacun des chiffres, sans aucun problème. Et je tiens juste à préciser qu'on n'a jamais refusé, à ma connaissance, des déplacements de nos enseignants et de nos enfants. Donc, très clairement, il faut arrêter ce faux procès. Voilà. Alors, je mets en vote cette délibération de groupement de commande du syndicat mixte Nord-Pas-de-Calais numérique pour la compétence espace numérique de travail, l'ENT, dans les écoles. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie de cette belle unanimité dans le vote. Monsieur Furnari, vous gardez la parole, s'il vous plaît, pour parler de la coopération intercommunale en matière scolaire. Merci, monsieur le maire. Un accord intercommunal initié en 89 a rassemblé plusieurs communes pour régir les frais des communes accueillant les enfants extérieurs. Ce partenariat s'est élargi au fil du temps, intégrant progressivement de nouvelles communes et entités, avec des ajustements réguliers pour mieux encadrer la prise en charge des élèves non résidents. Actuellement, les 18 communes et le CIVU du Petit-Prince de Lycée-Lannoy aspirent à moderniser leurs procédures administratives pour les dérogations des élèves entre les signataires. La ville de Mouveau, portant ce projet, mettra à disposition un logiciel qu'elle a développé gratuitement. Elle avancera également les frais associés qui seront ensuite répartis entre les participants. De plus, un forfait sera calculé pour chaque signataire en fonction de sa population, couvrant l'installation et la maintenance du logiciel par le responsable informatique de la ville de Mouveau. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de coopération intercommunale en matière scolaire et son règlement d'application, si annexé, et d'autoriser monsieur le maire à la signer. D'autoriser monsieur le maire à engager les dépenses afférentes au déploiement et aux mises à jour et au développement du logiciel. Merci, monsieur Furnari. Y a-t-il des questions, des remarques?
Pas de questions, pas de remarques. Je mets au vote cette délibération de la coopération intercommunale en matière scolaire, modification de la convention relative à l'inscription des élèves extramuros, convention pour l'utilisation d'un logiciel mutualisé, approbation et autorisation de signature. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Et pour les 3 délibérations finales, je laisse la parole à Monsieur Lejeune. Bien, donc la première délibération, ça concerne le renouvellement pour 2024-2026 de la convention qui nous lie avec notre police municipale mutualisée. C'est la même chose pour les 4 autres communes. Donc en 1er janvier 2021, on a renouvelé cette convention, évidemment, et on a également augmenté les effectifs et le temps de présence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes à 18 agents pour une présence 7 jours sur 7. Dans cette nouvelle délibération, on y trouve également le souhait pour plusieurs communes d'avoir une extension ou une création d'une vidéoprotection. Pour que cela puisse fonctionner, il est nécessaire d'agrandir le centre de visionnage qui se trouve à M. Et chaque ville qui sera concernée, évidemment, doit créer aussi un centre de visionnage déporté. Pour tout cela, donc, dans la nouvelle convention, il faut qu'on ait l'accord des différentes communes pour créer cette mutualisation. Voilà. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Oula, Monsieur Johnston. Ah, attends. Merci Monsieur le maire, merci Monsieur Lejeune. Il y a 2 sujets dans ce projet de délibération et vous permettrez d'y associer les 2 suivantes. Celui du renouvellement de la convention d'une part et celui du déploiement de la vidéoprotection. Concernant le renouvellement de la convention, Vitaly Zellers avait indiqué dès le premier conseil municipal de ce mandat, souvenez-vous, nous étions alors exceptionnellement rassemblés dans la salle Kerkhove, son point de vue concernant le principe et la mise en œuvre de la police municipale mutualisée, l'esprit d'un côté et la règle. Sous ces 2 angles, cela ne va pas vous surprendre, nous sommes invariants et nous gardons le même cap. D'abord, sur l'esprit du projet. Nous sommes non seulement favorables à une police municipale, mais surtout, nous avons plusieurs fois indiqué que le moyen le plus efficace de la déployer au meilleur coût était la coopération intercommunale, que cela soit avec la ville de M ou d'autres. Donc oui, à une police municipale mutualisée. Ensuite, sur la règle d'application, nous attachons, comme vous le savez, beaucoup d'importance à la surveillance des dispositions prévues par la Convention. C'est bien beau la coopération, c'est bien beau la confiance, mais elles n'interdisent ni le sérieux, ni le contrôle. Rien ne sert d'aller plus en détail des propositions que nous avons formulées à la Commission, mais j'aimerais entendre ce soir de votre part qu'elles ont été acceptées et que par conséquent, 2 types de rapports d'activité seront dorénavant présentés aux élus membres de la Commission pour leur bonne information et leur suivi de ce sujet de premier ordre. Concernant désormais le second sujet de la vidéoprotection. Là aussi, nous avons indiqué dès le départ que nous y étions favorables. C'est la rose que je vous amène. Mais à 2 conditions, et voici les épines qui l'accompagnent. La première condition, qu'elle soit efficace et suffisamment équipée. Le gestionnaire avisé doit toujours préférer 1 000 € bien dépensés aux 200 € jetés par la fenêtre. Nous avons déjà débattu de cela, je n'y reviendrai pas, notamment au dernier conseil municipal. Deuxième condition, qu'elle réponde aux besoins des Lersois, celui de sécuriser leur lieu de vie et leurs biens plutôt que de surveiller prioritairement la zone industrielle et les installations municipales. En l'espèce, nous avons demandé en commission à rééquilibrer les zones ciblées pour mieux répondre à cet enjeu, et il m'avait semblé que cette demande avait été bien accueillie par l'Assemblée réunie ce jour-là. Or, s'il nous a été dit que cette demande avait été prise en compte, nous n'avons pas eu depuis le détail des éventuels ajustements portés. En ce sens, il sera important de présenter aux élus de la Commission à la fois les secteurs mis à jour, ainsi que le phasage actualisé. Là aussi, j'aimerais m'entendre confirmer cette disposition et cette proposition même de démarche constructive. Je vous rassure, ces précisions de méthode que je vous demande pour ces 2 sujets n'interdisent pas notre vote favorable ni au renouvellement de la Convention, ni pour les délibérations d'application qui la suivront. Merci, Monsieur Johnston. Monsieur Rotsar, Monsieur Lejeune répondra après. Merci de me donner la parole. Juste
Un point technique sur l'article 5 fonctionnement. On a des dates au 31 mars 2021, au 30 juin 2021. Bon, voilà. Je pense que c'est 24 ou 25 ou 26. Je pense. Alors, pour répondre à ce point-là, c'est le moment où il y a eu un changement entre le moment où on n'avait pas la police municipale qui nous couvrait sur l'amplitude actuelle. Donc c'est pour ça que vous voyez apparaître le lundi, du mardi au vendredi, vous le revoyez apparaître en dessous, parce que c'est le moment où on a basculé de l'ancien horaire à la nouvelle couverture horaire, pour être précis, pour répondre à cette question-là. Mais pourquoi il est marqué jusqu'au 31 mars? Parce que c'était cet horaire-là jusqu'au 31 mars, c'est ça? Oui, c'est ça. 2021. 21, Okay, oui. Et après, et depuis. D'accord, ok. Et c'est la date où il y a eu une bascule de couverture horaire. Ok. Nous, on s'abstient puisque vous connaissez notre position sur la politique, sur la police intercommunale. Nous pensons que pour pas beaucoup plus d'argent, nous pouvons avoir une police municipale lersoise. On connaît le refrain. Monsieur Lejeune, je vous laisse répondre. Bien, donc à la demande de Monsieur Johnson, concernant la répartition des zones. Ça a été en effet revu dans notre proposition que nous allons faire ici prochainement à la préfecture. Donc on pourra en parler en commission la prochaine fois. Pour le bilan également, on aura les chiffres et je vous pourrai les présenter à la prochaine réunion de commission. Voilà. Est-ce que ça répond à vos questions? Ok. C'est bon, monsieur Lejeune? Plus de remarques, plus de questions. Moi, j'ajouterais juste une chose, parce que je peux quand même pas laisser passer. On a déjà réagi. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, monsieur Johnson aussi avait réagi aux chiffres fantaisistes. Je rappelle que, monsieur Rotsard, si vous êtes capable de nous couvrir 110 heures de présence à 3 personnes sur la commune avec 150 000 €, venez me voir encore une fois. Je suis bras ouverts et on vous recevra sans aucun problème. Je mets au vote. Vous me prenez à partie, donc je vais juste vous répondre. Non, on a déjà abordé le sujet. Simplement, j'ai envoyé un tableau de ce que j'avais. Je pense que je l'ai répondu à monsieur Johnson et à l'ensemble de la commission sur notre position et sur le chiffrage qu'on avait dessiné. Voilà. Bien. On va, si vous le voulez bien, revenir au sujet initial. Donc, la police municipale mutualisée, mise en commun des agents de police municipale et de leurs équipements de la commune de Hem avec les communes de Forêt-sur-Marque, Lannoy, Lers et Toufflers, renouvellement pour la période 2024-2026. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Délibération suivante, monsieur Lejeune. Bien, donc la suivante, ça concerne la coordination entre notre police municipale mutualisée et la police nationale, notamment. Donc c'est principalement concernant ce qui vient d'être dit dans la délib précédente, c'est le centre de visionnage mutualisé. C'est ça le but de cette question. Ça permettra donc aux forces de police nationales de pouvoir faire ce qu'on appelle des réquisitions, mais pour faire des réquisitions, il faut passer par une convention. Voilà. Y a-t-il des questions, des remarques? Pas de questions, pas de remarques. Et les remarques de monsieur Johnson ont été faites de façon globale pour les trois. Donc, pas d'autres points. Donc, je mets au vote cette délibération, toujours sur la partie sécurité. Coordination entre la police municipale mutualisée et les forces de sécurité de l'État. Avenant numéro 1 à la convention de coordination. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Monsieur Lejeune. Alors, dernière délibération, si on parle de vidéoprotection, on a besoin d'aller à la pêche aux subventions. Donc, la première qui nous concerne, c'est le FIPD. Donc, c'est ce qui s'appelle donc le Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Il faut savoir qu'on peut avoir une aide qui peut aller de 20 à 40%, ce qui est quand même pas négligeable, évidemment. Et donc, on va demander ce soir d'accepter que monsieur le maire puisse faire cette demande au FIPD. Pas de remarques, pas de commentaires. Ok, alors je mets au vote cette délibération sur l'installation d'un dispositif de vidéoprotection urbaine
demande de subvention auprès du FIPD, donc du Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Donc voilà la dernière délibération. J'ai encore quelques mots à vous dire et je compte sur votre patience, ce ne sera pas très long. D'abord pour vous signaler que nous n'avons pas reçu de questions diverses, mais que moi j'ai quelques petites informations à vous donner qui me semblent fondamentales. Vous savez, on en avait déjà parlé, que je souhaite attirer votre attention sur le prochain recensement de la population qui se déroulera à partir du 18 janvier prochain jusqu'au 17 février. Cette enquête statistique obligatoire et d'une importance cruciale pour notre commune, c'est pas moi qui ai demandé à l'INSEE de faire ça pour pouvoir dépasser les 10 000 euros, Monsieur Rotsard. Elle nous permettra de déterminer précisément le nombre de personnes qui résident à l'ERS, une information fondamentale pour le développement de notre commune. Le recensement est bien plus qu'une simple collecte de données. Les résultats obtenus seront utilisés, notamment pour calculer la participation de l'État à notre budget. Ces données sont également essentielles pour suivre et comprendre l'évolution démographique de notre territoire, ajuster les programmes publics, adapter les services aux besoins de notre population, qu'il s'agisse d'écoles, d'équipements publics, de maisons de retraite ou de moyens de transport. Cette année, pour faciliter cette opération, nous encourageons vivement la réponse par Internet. À partir donc du 18 janvier, vous pourrez vous recenser en ligne. Vos codes de connexion confidentiels vous seront remis à partir de cette date par nos agents recenseurs, dont les noms et les photos vous seront communiqués dans le LERS Info que vous allez recevoir dans vos boîtes aux lettres avec la photo et le nom des personnes qui ont cette faculté-là. S'il vous plaît, encore 2 minutes. Si vous ne pouvez pas répondre par Internet, des questionnaires papier, bien sûr, seront disponibles. Vos réponses resteront, bien sûr, strictement confidentielles, protégées par les lois qui garantissent votre vie privée. L'agent recenseur identifiable, comme je l'ai dit, par une carte professionnelle et sa présence dans le trombinoscope, prendra contact avec vous. Il est tenu au secret professionnel. Je vous remercie par avance du bon accueil que vous leur réserverez. J'insiste beaucoup sur ce sujet-là, parce que ces agents recenseurs vont rentrer chez chacun et chacune d'entre nous. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir cet outil de communication et de pouvoir contrôler, vérifier les gens qui se présenteront. Vous savez que, malheureusement, il faut être très prudent sur le sujet. L'implication dans ce processus est primordiale pour garantir un avenir meilleur pour notre commune. Merci pour votre coopération. Et j'en termine par une dernière petite information. Je veux remercier tous les Lersois et les agents municipaux qui se sont mobilisés pour les plus démunis. Ce sont au total plus de 120 colis solidaires qui ont été donnés au Secours populaire mardi, il y a 2 jours, pour une distribution qui s'est déroulée en présence de 400 enfants hier après-midi, Salouat-Remé à Roubaix. Bravo et merci à eux. Une dernière information, Conseil municipal 2024, je vais vous donner rendez-vous pour parler du ROB qui sera présenté le 15 février et le budget qui sera lui présenté le 21 mars. Je vous souhaite, ça avait été fait avant moi par Monsieur Guénin, mais donc je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous, profitez-en bien et je vous invite à partager un pot, donc ça doit être là-bas derrière, on a prévu pour clore le plus agréablement possible, notre dernier conseil municipal de 2023. Merci à tous.